Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger, nous dit Julien Gracq dans son livre Le rivage des Syrtes. Dans tout ce que nous faisons, au quotidien comme dans nos grands projets, comment garder le souffle pour garder l'équilibre et aller plus loin ? Stéphanie Briand, bonjour. Vous êtes journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière. Depuis plusieurs années, vous consacrez votre travail aux thématiques liées à la libération du potentiel humain. Vous avez réalisé le film documentaire Le cerveau des enfants, un potentiel infini, et avez publié plusieurs ouvrages dont L'incroyable pouvoir du souffle, qui a rencontré un franc succès en librairie. Vous êtes également la fondatrice de l'Académie du Souffle, qui propose des outils pratiques, des événements et des formations en ligne. Le souffle a un pouvoir. Quel est ce pouvoir ? Stéphanie, vous venez nous dire qu'il est possible d'améliorer sa santé, ses performances physiques et mentales, mais aussi ses relations aux autres et son bien-être grâce à la maîtrise de son souffle. Et que, ce faisant, il est possible de reprendre les commandes de sa vie. Vous venez aussi nous parler de ce qui vous anime dans la vie et nous dire ce que signifie pour vous qu'être le héros ou l'héroïne de sa propre vie. Au préalable, j'ai une première question pour vous, Stéphanie. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Bonjour Marc et merci de me recevoir. Alors, mon occupation principale, c'est d'être à la recherche de nos ressources intérieures et de ouvrir un chemin pour que chacun puisse s'en emparer. Parce que souvent, on a l'impression que le monde extérieur, qu'il y a des entraves, des limites, et en réalité, on dispose d'incroyables ressources intérieures. Le souffle en est véritablement une, mais elles sont très méconnues. Donc, je passe mon temps à aider à libérer les potentiels, mais par ce biais-là, donc avec des choses très concrètes. Je trouve qu'on vit beaucoup dans un monde de mental et que malheureusement, on oublie que dans la matérialité, c'est là que souvent, on va aller vraiment débloquer les processus. Sinon, on s'arrête un petit peu en route. Est-ce qu'il y a un événement dans votre vie qui a déclenché en fait ce que vous faites aujourd'hui ? Un obstacle, une épreuve majeure, une peur ou... J'ai eu plein d'obstacles dans ma vie. J'en suis absolument réjouie. Petit à petit, j'ai toujours emprunté ce chemin et ces thématiques m'ont toujours intéressée. Et c'est quand je suis partie aux États-Unis que j'ai été confrontée à un monde très différent. Donc l'expatriation, de toute façon, c'est une aventure immense. Et aussi que je ne pouvais plus travailler comme je le faisais avant en France et que j'avais une société de production en France, mais que je ne pouvais pas travailler pour les Américains, que j'ai été poussée à faire quelque chose depuis là-bas, mais pour la France. Et c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier film de cinéma, qui s'appelle Le cerveau des enfants, qui est sorti donc en salle en 2018 et qui a très bien fonctionné. Et que je me suis rendu compte que précédemment, j'avais été une voix qui faisait des liens entre les choses ou qui donnait la parole à d'autres, puisque j'ai fait une carrière dans le journalisme, mais que finalement, j'avais ma propre voix et que ma propre voix était une vision qui jusque-là était assez originale, parce que vraiment, ma caractéristique, c'est la pluridisciplinarité et qu'elle était utile, reçue, et surtout que ça réveillait la flamme de plein de gens. Donc, en faisant les salles de cinéma comme ça et en recevant beaucoup de gratitude et des personnes qui me disaient: «Mais vous m'avez aidé à débloquer quelque chose que je ne savais pas comment débloquer». Je me suis rendu compte que c'était vraiment dans ce chemin-là que j'avais envie de poursuivre et que c'est quelque chose que je faisais bien. Gay Hendricks, qui est un homme que j'aime beaucoup et que j'ai côtoyé aux États-Unis, dit qu'on a notre zone de génie. On a tous une zone de génie. Moi, je me sens là dans ma zone de génie. Puis vous avez écrit un livre qui s'appelle L'incroyable pouvoir du souffle. Vous avez aussi réalisé un film Take a Breath. Et pour ça, vous avez parcouru le monde et rencontré les meilleurs spécialistes du souffle, toutes disciplines confondues. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Que tout était connecté, comme souvent. Alors là, on a fait, il y a quelques jours, la première formation pour les professionnels de l'Académie du Souffle et c'était vraiment génial parce qu'il y avait des personnalités d'univers différents, aides-soignants, professeurs de yoga, une comptable, enfin vraiment des mondes très, très variés. Et je leur ai donné donc des clés autour de la respiration et du souffle qui sont sur tous les aspects. Donc, ce qui est formidable avec la respiration, c'est qu'on devient de petits alchimistes. Il y a des rythmes de respiratoires qui provoquent certains effets, d'autres. On peut vraiment aller à l'encontre de plein de maux
du mental et du corps. Donc, ce que moi, j'ai découvert en travaillant avec tous ces professionnels, c'est qu'on ne peut pas prendre les choses par un petit bout de la lorgnette. C'est intéressant de comprendre l'impact psychologique, l'impact social, parce que oui, par des techniques de respiration, vous allez changer vos relations humaines. C'est aussi une façon de transformer votre corps, la capacité des performances de votre corps. J'ai travaillé avec des athlètes qui ont augmenté leur performance grâce à des techniques de respiration. C'est aussi un moyen de lutter contre des maux qui vous empoisonnent, par exemple l'asthme. Donc, la vraie découverte, cela a été que c'est au cœur de tout le souffle. Mais c'est assez logique finalement, parce que notre prise de vie, notre conscience, elle passe par là, notre première respiration. Et puis, c'est aussi le moment de la première séparation, la première respiration. Donc, je pense que quand on réapprend à respirer, eh bien, on arrive toujours, vous parliez d'équilibre au début de ce podcast, eh bien, à se déséquilibrer et à revenir à l'équilibre. C'est le principe de la marche, c'est le principe qui nous fait avancer tous. Mais quand on n'est pas en maîtrise de sa respiration et de son souffle, eh bien, on est souvent très déséquilibré à tout point de vue. Et dans cet exercice de maîtrise du souffle, est-ce qu'il y a une personnalité ou une personne qui vous impressionne tout particulièrement, justement, par sa capacité à mettre la respiration au service de sa transformation personnelle? J'ai travaillé notamment avec Stig Severinsen, qui est champion du monde d'apnée avec supplémentation en oxygène. Et Stig reste 22 minutes sans respirer. Donc, quand vous êtes témoin de cela, il fait descendre son rythme cardiaque à 10 battements par minute. C'est vrai que c'est absolument bluffant. Alors, oui, il a un profil d'athlète, mais n'importe qui peut déjà faire des progrès absolument colossaux très rapidement. On a d'ailleurs, lors de la formation professionnelle, c'était dingue parce qu'on a fait des exercices d'apnée et tout le monde a baissé son rythme cardiaque d'au moins 30%. Et c'était bluffant pour chacun de voir vraiment le score qui diminuait autant. Donc c'est à la portée de tous, mais évidemment, quand c'est un champion de la sorte qui l'effectue et qui va dans l'hyper-performance, ça paraît fou. Imaginez simplement 22 minutes sans prendre une inspiration. C'est un temps qui paraît infini. Mais beaucoup d'autres m'ont impressionné aussi par les ressources qu'ils pouvaient déployer dans voilà, cette maîtrise et cette compréhension fine de la respiration. Mais là, c'était le plus bluffant, on va dire. Et vous, en quoi justement le souffle a changé à titre personnel, votre perception du monde ou de vous-même? Parce que ça m'a permis de me mettre à l'écart de moi-même pour re-rentrer dans moi-même et aujourd'hui de ne plus être à la merci du monde environnant. Donc je ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de moi. En revanche, en apprenant des techniques de respiration, j'ai appris à nettement mieux contrôler ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et je me sers de techniques de respiration quand je sens que je vais tomber malade, pour booster mon immunité, quand je suis un petit peu au bout du scotch avec mes enfants qui me tapent sur le système et que je sais qu'il ne faut pas exploser. La dernière fois, je me suis retrouvée avec mon fils qui est resté coincé dans le métro. Vous savez, il y a des êtres qui ont été coincés pendant 2 heures et demie dans le métro et qui est tout jeune et qui n'avait plus de batterie dans son téléphone. Donc, il s'agissait d'être parce qu'on n'a pas de contact. Et j'étais en train de travailler sur une conférence du lendemain, donc de répéter des rythmes respiratoires. Et je me suis rendu compte ô combien, sans le faire consciemment, le fait que je continue à travailler et recréer ces rythmes-là avait permis de m'apaiser. Donc, c'est vraiment ça que ça a changé pour moi, c'est d'avoir cette télécommande vers notre cerveau, vers notre système nerveux, qui, quelles que soient les circonstances de vie, et ça ne change absolument pas la qualité de la vie ni les épreuves par lesquelles vous allez avoir à passer, mais en revanche, votre capacité de régulation, de résilience, elle est nettement augmentée et on vit mieux, mais tellement mieux. Et alors la respiration a un pouvoir sur la diminution de l'anxiété, la fatigue, l'irritabilité, l'agitation, le manque de concentration. Enfin, en quoi concrètement sur ces symptômes-là, la respiration peut aider? Selon les symptômes, en effet, il y a des types de respiration qui vont avoir une incidence. L'anxiété, déjà simplement, on observe que 70% des personnes qui connaissent de l'anxiété ont une respiration dysfonctionnelle. Alors, qui de l'œuf ou de la poule? Moi, je crois que quand même souvent de la respiration, puisqu'on sait que dans le système nerveux, 80% des informations remontent au cerveau. C'est pas le cerveau qui dirige. Donc, si vous vous mettez à respirer de façon dysfonctionnelle, vous envoyez un message à votre cerveau qui dit attention, alerte, qui vous met donc dans un état physique et mental qui, sur le long terme, va créer de l'oxydation, va abîmer votre corps, va créer d'autres maux du corps, va créer des tensions, par exemple, physiques, va créer une altération de votre microbiote, va créer des difficultés de digestion. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est bien d'étudier et après de rentrer un petit peu dans le détail, mais
Pour l'anxiété, c'est un antidote très efficace. Pour la mémoire, c'est absolument incroyable aussi de voir qu'on peut recouvrer des fonctions cognitives et une qualité de mémoire améliorée avec des techniques de respiration. Il y a même des études qui ont été faites sur la maladie d'Alzheimer. On s'aperçoit que si vous avez besoin justement de vous concentrer avant une tâche où vous vous sentez un peu agité, eh bien, il y a un rythme respiratoire à remettre en œuvre. Il y a même une alternance entre les narines. Et selon quelle est la narine la plus ouverte, vous êtes plutôt en mode apprentissage, ouverture, calme, ou au contraire sur quelque chose de très physique. Et ça, vous pouvez le changer. C'est pas parce qu'il y a un cycle naturel que vous ne pouvez pas intervenir dedans. Des tas de maladies, même sur le diabète, on voit qu'il y a une capacité, une gestion d'insuline qui est différente. Là, je viens de recevoir un médecin juste avant cette interview qui me parlait de la migraine et qui me disait « Oui, mais la migraine, c'est lié au CO2 ». Oui, mais justement, eh bien, on s'aperçoit que quand on améliore la tolérance au CO2, on va aussi améliorer les symptômes de migraine. Donc, je ne peux pas vous faire d'une phrase une réponse parce qu'il y a 1000 options. Et c'est ça, justement, qui est absolument passionnant. Et surtout, comme c'est quelque chose de très concret, on peut chacun essayer des choses et se dire bah, ça me réussit, ça ne réussit pas. De la même façon qu'il n'y a pas de loi universelle, et malheureusement, souvent, la respiration a été assez mal comprise. Quand je dis pas de loi universelle, c'est qu'on a tous une signature respiratoire. Donc, pour certaines personnes, par exemple, de trouver l'apaisement, ça ne sert à rien de les amener par une respiration qui amène la relaxation. Non. Parce que pour eux, la relaxation, c'est pas du tout un mode où ils sont à l'aise. En revanche, ils sont très à l'aise dans le stress. Donc, dans ces moments-là, bah, qu'est-ce qu'on fait? On induit par la respiration un état de grand stress. Et après, eh bien, le corps et le mental se détendent. Et la respiration abdominale, par exemple, aussi, on dit il faut respirer par le ventre, respirer par le ventre, respirer par le ventre. Sauf que c'est pas une respiration qui est juste d'une façon anatomique. Il faut respirer à 360 degrés. Donc, ça veut dire sur les flancs, dans le dos, comme un chat. Et quand on respire de façon abdominale, il y a plein de gens qui activent leurs abdominaux, justement. Donc, il y a une espèce d'illusion comme ça de ventre qui se gonfle, mais c'est pas du tout par le diaphragme, qui est le principal muscle inspiratoire qui se trouve sous les poumons. C'est vraiment une illusion de la respiration correcte. Donc, toutes ces petites choses-là, si on ne les découvre pas, on ne les expérimente pas soi, eh bien, on ne se rend pas compte. Mais donc, de la même manière, pour quelqu'un qui fait de l'asthme ou un enfant hyperactif ou des victimes de stress post-traumatique, il est recommandé de ne pas essayer de se reconstruire sans faire fi d'un exercice de respiration. C'est ça que vous dites? Bah, sur l'asthme, alors moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient des symptômes d'asthme et parfois très, très graves, qui se sont rééduquées par le biais de la respiration, qui ont cessé la médication et qui ont même aujourd'hui plus du tout de symptômes. J'ai eu un fils personnellement qui avait des crises d'asthme aussi, donc on l'a expérimenté à la maison. Alors, d'une part, on a changé aussi d'environnement, donc les crises ont diminué, mais parfois, il lui arrive encore d'avoir un début de crise. Et dans ces moments-là, eh ben, on fait des techniques de respiration qui désamorcent. Parce que l'asthme, en fait, c'est une mauvaise réponse du cerveau. Quand vous avez un début de crise d'asthme, vous avez l'impression que vous ne respirez pas assez. Bon, donc là, on se met à halter. Et plus on fait ça, plus on va justement perdre le CO2, qui est absolument nécessaire parce qu'il est vasodilatateur, parce qu'il va permettre une meilleure oxygénation. Et là, on fait l'inverse. Donc, notre cerveau, par son inquiétude et cette sensation de « il faut que je respire plus », fait faire au corps exactement ce qu'il ne devrait pas faire en vue de calmer la crise. Mais ça, tant que vous n'avez pas compris et que vous ne rééduquez pas dans l'autre sens et que vous ne faites pas des techniques respiratoires qui vont à l'encontre de ce que spontanément vous avez envie de faire, vous ne trouvez aucun bénéfice. Donc, il y a vraiment des façons de rééduquer cela auprès des enfants aussi, d'entraîner la respiration nasale parce que c'est la seule respiration valable. J'étais avec une de mes amies ce week-end qui avait le nez bouché et elle me dit mais je peux pas respirer. Je lui dis bah justement je vais te montrer une technique et tu respires par le nez. Elle me dit mais je peux pas. Je dis si tu fais ce que je te dis et ça lui a débouché le nez. Souvent aussi quand vous êtes malade que vous avez le nez bouché vous allez vous mettre à dormir la bouche ouverte mais parce que c'est une espèce d'encodage. J'arrive pas bien à respirer donc je respire par la bouche. Alors qu'il faut persister et quand on respire par le nez on crée un gaz qui s'appelle l'oxyde nitrique, qui est absolument indispensable pour notre immunité, pour notre santé. On a aussi les filtres du nez. Voilà. Donc, pour revenir à l'asthme, oui, il y a des techniques spécifiques. Les enfants hyperactifs, oui, il y a des résultats aussi très, très bons. J'ai travaillé avec des psychiatres new-yorkais qui travaillent beaucoup avec des enfants hyperactifs. Et donc, il y a plein de techniques de respiration qui les aident beaucoup parce que c'est une affaire de neurotransmetteurs aussi. Donc, on sait par exemple que les enfants hyperactifs sont en manque de dopamine. Donc, avec certaines techniques de respiration, on peut créer davantage de dopamine. C'est un problème de système nerveux. Donc, comme on permet au système nerveux de mieux se réguler, on va avoir aussi un impact très positif. Et puis, sur le stress post-traumatique, moi, j'ai vu des résultats vraiment exceptionnels parce qu'on peut aller déverrouiller des grands blocages qui sont
dans le corps, qui sont des engrammes. Vous savez, les engrammes sont des traces biologiques. Ce sont les événements, en fait, qui ont été marqués dans votre corps. Et souvent, on essaye de passer outre le traumatisme, de débloquer par la tête, par les mots, mais il y a toute une partie qui n'est pas touchable parce que justement, elle est vraiment liée au corps. Et par la respiration, on peut libérer ces aspects-là, sans passer par la compréhension. On va vraiment faire du grand nettoyage de printemps. Donc, il y a de plus en plus de techniques de respiration qui sont utilisées dans des protocoles à cet effet, mais ça demeure encore quelque chose qui met du temps. Parmi, quand vous me disiez à quoi je consacre mon temps, bah aujourd'hui, je consacre aussi beaucoup mon temps à transmettre ces pratiques pour qu'elles puissent se diffuser de façon le plus large possible auprès des professionnels de santé, qu'ils soient de santé mentale ou de santé plus physique. Évidemment, quand on fait de la santé intégrative, c'est encore mieux. Et au quotidien, il y a ce qui nous concerne tous, le stress. Il peut être positif, émotionnel, mental, physique, spirituel. Comment comprendre le stress et comment est-ce qu'on peut agir dessus, justement? Le stress, c'est deux choses. Il y a un stress positif et puis un stress qui nous oxyde, qui nous ronge. Donc le stress positif, il ne faut pas du tout l'enlever. Et en revanche, celui qui va venir s'installer sur le long terme, donc qui laisse notre système dans un état justement de stress, qui va nous créer des tensions dans le corps, qui va altérer la digestion, qui va nous rendre très irritables, altérer notre sommeil, ben celui-là, il est dangereux parce qu'il vraiment, il nous abîme et il vient tout dérégler. Donc la respiration, elle permet de faire baisser immédiatement justement tout ce qui est oxydant pour le corps, donc le taux de cortisol, et d'améliorer ce que j'appelle la fenêtre de tolérance. Parce que aujourd'hui, avec l'épidémie de burn-out que l'on voit, on a poussé, 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 et on a eu l'impression qu'on avait une grande fenêtre de tolérance, sauf qu'en réalité, c'était faux. On était dans la dérégulation, mais on s'est habitué à être dérégulé. Et quand vous réentraînez par la respiration, ben vous avez un filet de sécurité qui s'étend, une fenêtre de tolérance qui devient plus grande. Donc le stress ne vous met plus hors équilibre. C'est un peu de la neuroadaptation, vous savez, c'est comme un alcoolique. Au début, quand vous buvez de l'alcool, eh ben, ça vous met dans un état d'ébriété où vous n'êtes pas nécessairement bien. Et petit à petit, bah, vous n'avez plus de gueule de bois. Ça devient votre nouvelle norme. Donc, ça devient votre nouvel équilibre déséquilibré. Vous êtes neuroadapté. Et le jour où vous voulez arrêter l'alcool, votre corps, il vous dit tout l'inverse. Il vous dit, bah, non, 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 non. Moi, je ne veux pas arrêter l'alcool, j'en ai besoin pour mon équilibre, alors que la réalité est tout autre. Donc, il va falloir repasser par une phase de déséquilibre pour revenir à un équilibre sain. Et le stress, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on s'est fait des shoots de stress, on s'est habitué à ça. Donc, on est tous, plus ou moins, dans nos sociétés, en déséquilibre qui est devenu notre nouvel équilibre. Et par la respiration, ben, on va faire un peu de la détox petit à petit. On va s'habituer et réhabituer notre corps au bien-être. Notre tolérance au bien-être, elle est très basse. C'est comme si on avait besoin d'aller se déconstruire et d'aller se faire du mal, d'avoir cette espèce de sabotage. Donc, par la respiration, sans dire son nom, vous allez changer votre appétence. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent que en faisant des techniques de respiration, ils ont cessé d'avoir envie de sucre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous amène à ce qui est bon pour vous, mais de façon saine. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas une transformation où vous avez besoin de mettre de la force. Et moi, je trouve ça toujours bien parce qu'on s'en met tellement sur les épaules, plein de bonnes résolutions, et c'est dur à tenir. Mais là, juste quelques petites techniques et de les appliquer quotidiennement, ça ne nous prend que quelques minutes. D'une part, on sent les bénéfices immédiats et d'autre part, on voit plein de bénéfices sur le long terme et de façon beaucoup plus large qui touchent à des choses auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Donc, sur le stress, oui, ça change et surtout, ça va changer votre envie d'être stressé. Il y a des moments où vous allez vous mettre à l'abri vous-même en vous disant, bah non, ça, en fait, ça ne me va pas, j'y mets même pas le petit doigt. Fier et indompté est l'esprit de l'homme, dit Lao Tzu. Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé jusqu'au fond des 4 océans et en est revenu. On parle du mental qui va à toute vitesse quand notre esprit est agité et que nous avons du mal à nous concentrer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut développer une plus grande présence à soi et au monde? Et en fait, concrètement, dans le quotidien, comment peut-on installer progressivement des habitudes relaxantes? Bah, parfois, on a tendance à se stresser, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Alors moi, je suis pas pour la méditation à tout va, je vous explique pourquoi. C'est parce que c'est aussi une grande fuite. Donc, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de reconnecter que de déconnecter. Et par la respiration, vous pouvez reconnecter. Alors, la méditation, elle a des fonctions aussi très bien, mais je suis méditante et donc voilà, il y a pas de mais simplement, je trouve que par la respiration, de reprendre possession de son corps, de sentir, de voir où est-ce que c'est, ça nous permet
d'être en effet beaucoup plus présent à soi, au monde. Et il y a cette notion-là, hein, il y a un inspire, un expire, donc c'est la boucle. Donc ça nous remet. Donc je ne suis pas nécessairement pour les techniques de relaxation. Je vous dis, il peut y avoir des techniques de super tension, mais où on libère encore. Ou des techniques de remobilisation. Parce qu'en fonction des profils respiratoires, pour moi, il y a 2 grands types. Il y a un profil survie et un profil sous-vie. La survie, c'est les hyper stressés qui sont toujours un peu en apnée. Donc la respiration est très haute, elle est bloquée là et on a toujours l'impression qu'on respire pas assez, qu'on respire pas. Et puis les sous-vie, ils sont hyper essoufflés. Ils sont en bout de course. Et il y a 2 façons de rééduquer ces profils-là, mais qui sont pas les mêmes parce qu'on n'a pas besoin des mêmes choses. Donc les sous-vie, ils ont pas besoin qu'on les relaxe. Et les survies, ils ont besoin d'être relaxés, mais pas en leur disant bah tu vas te calmer parce que ça leur va pas non plus. Et donc, pour un sous-vie, Bah, il y a un entraînement sur la ouais. tolérance au CO2 justement, mais alors après voilà, c'est quand on rentre là-dedans par cette, petite porte-là, on comprend pas nécessairement de quoi il est question. Parce que finalement le sous-vie, il a une respiration qui ne lui apporte plus d'énergie, il y a pas d'oxygénation qui se fait de façon positive, voilà, donc il faut réentraîner le fond. Et le survie, il a besoin de vider parce que lui, en fait, il vide jamais. Donc il y a rien qui peut rentrer. Donc c'est pareil, il faut faire des exercices respiratoires qui sont vraiment en lien avec ça. Et puis, il y a au quotidien, la gestion de l'énergie, en fait, qui est la bonne énergie et celle que l'on dépense mal. Il y a un neuroscientifique, enfin, l'inventeur de la programmation neurolinguistique qui s'appelle John Grinder, qui a dit: votre énergie va là où vous portez votre attention. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Oui, ben c'est absolument vrai. Where attention goes, energy flows. Vous faites grandir et grossir ce sur quoi vous mettez l'accent et l'attention. Et avec votre respiration, vous pouvez faire dégonfler ce qui prenait beaucoup, beaucoup de place et qui peut-être vous altérait votre bon fonctionnement. Mais il y a aussi sur l'énergie, et c'est très lié au souffle, il y a toute une partie que j'ai fait là-dessus justement, on manque jamais d'énergie. L'énergie, elle est toujours là, sauf que parfois elle est bloquée. Et la respiration, c'est un peu ça. C'est qu'on n'en manque jamais, mais parfois c'est bloqué, parfois on n'y a plus accès. Donc l'objectif, c'est de refaire circuler ça. Et parfois, on a besoin d'aller plus loin. Et comme les plongeurs, on garde notre souffle pour aller plus loin. Mais garder le souffle pour aller plus loin, c'est un peu envisager sereinement un parcours sur le long terme et ne pas se frustrer quand on sent que l'on fait du surplace. Donc, il y a la question de la patience, l'impression parfois de faire marche arrière, en fait. C'est probablement quelque chose qu'on vit quand on passe les paliers, en fait, dans la maîtrise de la respiration. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a des effets très rapides, je trouve. Et après, bah, c'est comme tout. C'est une fois qu'on a vu les premières transformations, on peut se dire que qu'on a de la stagnation. Mais il y a tellement de choses. Il y a aussi d'explorer les états modifiés de conscience. Et à chaque fois qu'on le fait, on va avoir des expériences différentes. Donc, il n'y a pas une progression graduelle, je trouve, dans la respiration. Il y a une progression graduelle, par exemple, sur des choses, si vous voulez faire de l'apnée, bon, bah, vous améliorez au fur et à mesure. Mais comme ça va dans tous les sens, les effets de la respiration, bah, même si vous améliorez pas votre score en apnée, vous allez vous apercevoir que vous avez beaucoup mieux géré émotionnellement telle situation ou que bah, une habitude que vous aviez qui était difficile, c'était quelque chose de compliqué pour vous de vous en débarrasser, eh bien vous avez réussi à le faire avec plus de facilité. Donc, à mon sens, on voit quand même en permanence des progrès parce que ça part dans tous les sens, sur tous les domaines. S'il fallait donner 5 conseils concrets pour garder le souffle et le cap dans nos vies, en toutes circonstances, qu'est-ce que vous diriez? Vous parliez de votre fils qui était dans le métro. Il fallait garder le cap dans la préparation de votre conférence. Qu'est-ce que vous diriez? 5 conseils de manière générale. Respirer par le nez, d'or numéro 1. Règle d'or numéro 2, respirer moins. Règle d'or numéro 3, respirer moins vite. Donc, il y a moins en quantité, moins vite. Considérons que la vie est un nombre de respirations. En quelle durée, sur quelle longueur vous avez envie de les prendre. Donc, c'est vous qui décidez ça. Je dirais, vous assurer qu'il y a toujours de l'inspire et de l'expire, donc que ça rentre et que ça sort, que ce soit pas nécessairement égalitaire, donc encore plus d'expire que d'inspire. Et puis enfin, d'avoir bonne haleine pour pouvoir respirer près des autres. Et bonne haleine, c'est un vrai truc qui est lié à la respiration. Parce que quand on respire par le nez déjà, on a un microbiote de la bouche
qui est de meilleure qualité aussi, parce qu'on ne laisse pas la place à toutes les bactéries entrantes. Et il y a tout un équilibre qu'on peut entretenir justement. Et ça, c'est pour moi important, parce que pour connecter avec les autres, le souffle, c'est la notion la plus intime. Donc quand on respire de façon proche de quelqu'un, on peut vraiment rentrer dans une très grande intimité. Donc c'est bien d'essayer de limiter ce qui nous empêche de le faire. Ayez bonne haleine, c'est ça que vous Ouais. dites? Mais de faire attention à son haleine. Votre haleine, elle vient vous dire Ouais. vraiment quelque chose. Une mauvaise haleine, c'est pas: «Ah bah, j'ai» non, c'est qu'il y a un c'est la première porte, vers notre santé aussi, la bouche et le nez. Donc si on n'utilise pas correctement le nez et que la bouche, a une fonction qu'elle ne devrait pas avoir, il y a un déséquilibre et le déséquilibre se sent. Alors les causes de la mauvaise haleine, il y a le foie, les dents, le microbiote déréglé comme vous dites et ce que vous dites, c'est que ça peut aussi être lié dans la cause première à le fait qu'on respire mal. Si vous respirez par le nez déjà, votre haleine va changer. Parce que vous n'avez pas la bouche ouverte à justement, je vous dis, à laisser tout entrer et quand on respire par le nez, on crée aussi un gaz qui va permettre, de ce que vous allez faire entrer à l'intérieur, ne plus déglutir de la même façon. Bah, ça va changer votre microbiote aussi intestinal Mmh. et si votre microbiote intestinal change, votre façon de digérer les aliments va changer, mais on a des signaux. Alors vous êtes pas je vous dis pas d'avoir une haleine, impeccablement fraîche à tout instant du jour, et ou de la nuit. Mais c'est que si c'est un problème et d'ailleurs, parfois ça crée, u une vraie distance avec, les êtres. Il y a rien de plus, mais c'est le souffle. La laine, c'est le souffle. C'est Mmh. l'expression du souffle avec un marqueur, de l'odeur. Alors à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être sûr de tout rater en fait? Pour être sûr de perdre son souffle en fait? Et bah, respirer par la bouche, respirer très vite, ne jamais expirer et toujours, être en apnée et respirer des grandes quantités. Donc, quand on respire par la bouche, on respire en quantité aussi, hein. Il y a un dentiste avec qui je travaillais qui disait, «Respirer par le nez, c'est manger bio, respirer par la bouche, c'est manger au McDo» et donc, bah, oui, c'est à peu près tout. Très vite, par la bouche, beaucoup. C'est très clair. Stéphanie, qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? 3 valeurs essentielles? De pouvoir mourir demain. Donc, de faire, mon D'avoir bien maximum vécu. chaque jour pour, m'épanouir pleinement et de me dire, bah, si la mort devait venir frapper à ma porte demain, est-ce que je serais prête à partir? Alors, j'ai pas envie, hein, mais, de ne pas procrastiner, de ne pas attendre, une vie ou, voilà, de prendre vraiment la main sur, sa vie et sur, l'expression de son épanouissement plein et ce qui est très important pour moi aussi, c'est, ma famille, mes amis, les êtres qui me nourrissent et de travailler à regarder mon ego avec un grand sourire et le traiter comme un enfant qu'on laisse grandir, mais sans lui laisser prendre, trop de territoire. Avec qui rêvez-vous de prendre un café ou un thé vert? Alors Léonard de Vinci, j'aurais adoré et puis, j'ai 4 mentors qui m'accompagnent, Carl Jung, Maya Angelou, Gabrielle Chanel et Yogananda. Donc dans des domaines très variés. Donc j'adorerais prendre un café avec eux tous et puis Léonard de Vinci en plus. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie? À qui avez-vous envie de dire merci? À la vie, aux êtres qui sont proches de moi et qui me mettent en difficulté. Je leur dis: Ceux «Merci». qui vous mettent en zone d'inconfort, qui vous challenge? Ouais et puis, toutes les personnes qui me témoignent leur amour, qui me remplissent et qui contribuent aussi à continuer à aviver ma flamme, donc à m'encourager à faire ce que je fais. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? La stratégie des petits pas, donc ne pas partir, sur, des grands espoirs, ne pas partir, sur, des responsabilités trop grandes, parce que ça, c'est la culture de l'échec et c'est difficile de s'en défaire et vous pouvez avoir un petit carnet de validation pour, justement réentraîner votre, neurochimie, on va dire, au succès. Donc la veille, vous pouvez mettre un objectif que vous vous fixez pour le lendemain, donc allez, 3 minutes de cohérence cardiaque, on va dire, et le lendemain, tous les soirs, vous prenez votre petit carnet et vous barrez ce que vous avez réalisé justement et comme vous allez le barrer, bah, si vous l'avez pas fait, vous le faites et vous ne vous couchez jamais sans l'avoir fait et là, on met en place des nouvelles habitudes et vous écrivez pour le lendemain ce que vous aurez à barrer le soir même et cette sensation d'accomplissement, vous allez être en recherche après de plus en plus, et puis vous pouvez parcourir votre carnet après 6 mois et vous dire: «Waouh! Tout ça, ce sont des choses que j'ai réussi à accomplir». Mais
des petites choses. Ouais, Et c'est vraiment la d'accrocher. stratégie des petits pas. On n'est pas sur une approche où on met des grands objectifs, et on referme le cahier et on rouvre dans 6 mois, quoi. Non, 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 parce que je pense que c'est comme ça qu'on entraîne, correctement. Il y a trop de découragement, il y a trop de gens qui essayent des choses et puis qui n'y arrivent pas. Moi, pour moi, dans ma façon justement de transmettre, c'est un élément essentiel. Mmh. Et une de mes, plus grandes joies, c'est quand je vois les personnes qui suivent, par exemple, les formations en ligne ou les routines en ligne, qui restent et qui continuent. Tant qu'ils décrochent pas, c'est bon, c'est qu'on est sur la bonne chose. Mais c'est parce que c'est pas trop. Je le sais aussi parce que j'ai toujours plein d'envies, et après, quand on les tient pas, ben, c'est décourageant. Donc il y a aussi cette notion dans la science des habitudes, on a montré qu'il fallait accrocher des habitudes à des choses qui existaient déjà. Donc c'est comme une locomotive. Vous pouvez rajouter des wagons, mais assurez-vous que la locomotive de départ marche bien et après, vous allez nous faire un train. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Je sais pas parce que, en même temps, les héros souvent ils sont écrits par d'autres. Je sais pas si j'ai envie d'être, l'héroïne de ma vie. Je pense qu'en revanche, j'ai envie de vivre pleinement ma vie. Donc, si pour vous, c'est de cet ordre-là, ben, voilà, c'est pas avoir la belle vie, c'est avoir la vie pleine. Et enfin, dernière question, merci beaucoup. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? Eh bien, pour moi, l'âme n'a pas de force. Donc, c'est peut-être justement de sortir de la force et bah, de se laisser infuser, de se laisser capter, de se laisser guider et de ne pas essayer, de ne pas fonctionner par la volonté. Il y a plusieurs stades justement, il y a un je ne sais pas comment le définir, un maître spirituel américain qui, explique qu'il y a on a plusieurs, degrés de rapport à cette âme-là, qu'au premier stade on est dans la manifestation, c'est-à-dire qu'on met l'intention et on crée la vie comme on le voudrait et puis finalement quand on est au dernier stade, eh bien on laisse la vie s'exprimer à travers nous parce qu'on est la vie. Donc pour moi, la force d'âme, c'est ça, c'est qu'on a lâché énormément de choses et que donc on est juste dans cette expression de l'âme, qui est pour moi le cœur. Parce qu'à mon sens, par exemple, il y a 2 types de conscience, j'en parle dans mon livre «L'incroyable pouvoir de l'amour». Il y a la conscience du cerveau et la conscience du cœur. Et la conscience du cœur, elle nous connecte à notre âme et la conscience du cerveau nous sépare de notre âme. Donc la conscience du cerveau, c'est celle qu'il faut qu'on fasse tomber et justement, la respiration, elle permet de la mettre un petit peu sur pause et de nous reconnecter. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté, il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.